Incendie d'un dépôt à Châteauroux, 7000 mètres cubes d'hydrocarbures partent en fumée. Bonsoir. L'incendie ravage toujours le dépôt Total de Châteauroux. Le feu a éclaté ce matin dans des cuves d'hydrocarbures. Les causes du sinistre sont pour le moment inconnues. Une information contre X a été ouverte par le parquet. Laurent Massardier. C'est vers 3h30 ce matin que le sinistre s'est déclaré dans une des cuves du dépôt de carburant Total, dans la zone industrielle de Châteauroux. Si on ne déplore aucune victime, l'incendie est impressionnant. Des flammes de plus de 10 mètres de haut et une épaisse fumée noire visible à une quarantaine de kilomètres alentour. La centaine de pompiers sur place s'activent à refroidir les cuves pour éviter toute explosion, un risque qui semble maintenant écarté. La capacité des cuves était de 18 000 mètres cubes de carburant divers, mais au moment de l'incendie, toutes ces cuves n'étaient pas pleines et leur contenu ne dépassait pas 7 000 mètres cubes. La Nationale 20 qui jouxte le dépôt a été coupée et une déviation mise en place. Les habitations proches n'ont cependant pas été évacuées, les sauveteurs ayant réussi à contenir le sinistre dans les limites du dépôt. Selon les spécialistes, le feu devrait encore continuer pendant 24 heures environ. Les causes du sinistre sont encore difficiles à établir, mais certains éléments que les enquêteurs devront vérifier lorsqu'ils pourront approcher les cuves semblent ne pas exclure un acte de malveillance. Alors l'incendie est né sur le bac de fioul domestique que vous voyez là-bas, au niveau de la vanne. Et ce réservoir était chargé de 4000 m3 environ de fioul domestique. Le fioul domestique ne s'enflamme pas spontanément. Et quand le chef de dépôt est sorti, il y avait déjà une flamme de 3-4 mètres qui était née au pied de ce bac. Par conséquent, l'hypothèse d'un attentat peut être retenue. Je ne peux pas tirer de conclusion pour le moment tant que nos recherches et nos investigations ne sont pas plus avancées. L'automobile, toujours dans l'actualité, Monsieur Vernier-Paliès, le PDG de Renault, était l'invité de notre journal d'Antenne de Midi. Il s'est expliqué sur le plan de départ à la retraite de 3600 personnes de Renault véhicules industriels. Il ne s'agit pas, selon lui, de compression de personnel, mais de favoriser le rajeunissement des employés. Il a également confirmé les difficultés que rencontre l'industrie automobile. Il a même pour cette année envisagé un net ralentissement des ventes dans ce secteur. Alors, nous avons l'intention donc de faire ces opérations de rajeunissement dont je parlais tout à l'heure, chaque fois que cela sera souhaitable ou possible. Je crois qu'elles sont d'ailleurs très appréciées à la fois par ceux qui peuvent partir en retraite et aussi par les jeunes que nous pouvons de ce fait embaucher. En ce qui concerne le chômage technique, il faut bien voir que, avec des marchés qui continuent à baisser, nous ne pouvons plus continuer, comme l'an dernier, à augmenter encore notre pénétration. Nous avons fait des progrès énormes l'an dernier, ce qu'il nous faut, c'est les maintenir. Et par conséquent, nous suivons les marchés, notamment la baisse des marchés. Encore une question plus simple. Est-ce que cette année, la régie Renault prévoit une baisse de production? Je pense que si les marchés continuent à baisser, comme ça a été le cas depuis le début de l'année dans pratiquement tous les pays européens, nous connaîtrons une baisse de production. Antenne de Midi, encore une première mondiale. À cette occasion, Eve, véritable laboratoire de recherche de la régie, effectuait ses premiers tours de roue en public. Cette voiture ne sera pas commercialisée. Elle est la synthèse des connaissances techniques actuelles dans 4 domaines: l'aérodynamique, les matériaux légers, l'électronique et l'économie de carburant. Plus légère de 100 kg par rapport à une R18, sa forme et son moteur lui permettent, à performance égale, de consommer 25% d'essence de moins que la 18 dont elle est issue. Les recherches effectuées sur Eve auront des applications sur les futurs modèles de la régie. Eve elle-même n'a aucun avenir industriel, elle est conçue sans souci de coûts de fabrication. Pourtant, à moins qu'elle ne connaisse des accidents de parcours, elle devrait être à l'origine de nombreuses et futures générations d'automobiles. Deux pilotes de chez Renault ont participé aux essais du Grand Prix de Long Beach à Los Angeles. Prost et Arnoux n'ont réalisé que les 13e et 17e temps de la première séance d'essai. Un autre Français, Jean-Pierre Jarier, a réussi lui un exploit en se classant 2e de ses qualifications sur une Talbot Ligier. Premier, Alan Jones, le champion du monde en titre. Les résultats de la 2e séance d'essai dans notre dernier journal.
En politique française, l'article de la Pravda sur l'élection présidentielle en France a provoqué de vives réactions dans la classe politique. Le journal Le Monde a reconnu qu'il avait fait une erreur en écrivant que le quotidien soviétique jugeait globalement positif le bilan de Valéry Giscard d'Estaing. Georges Marchais avait fait remarquer que cette citation ne figurait pas dans la Pravda. À noter également ce commentaire de Bernard Ponce. Il y a des éloges qui paraissent plus encombrants que certaines critiques. Sur le terrain, en tout cas, la course à l'élection présidentielle est déjà bien lancée. Les jeunes giscardiens ont diffusé aujourd'hui parmi leurs militants une interview de Valéry Giscard d'Estaing. La jeunesse, dit-il, c'est-à-dire l'éducation, la formation et l'emploi, vont être le thème central de ma campagne. Une campagne qui commencera en province par la Lorraine, où il tiendra 2 meetings le 31 mars à Metz et à Nancy. Jacques Chirac, lui, poursuit son voyage aux Antilles. Il a souhaité à Fort-de-France que le secrétariat d'État au Dom-Tom devienne un ministère d'État. Il a également parlé du problème de la sécurité dans toute cette région. La sécurité, c'est aussi, ici, la sécurité extérieure. Nous vivons dans un monde de plus en plus dangereux. Des forces de déstabilisation sont à l'œuvre de façon évidente tout autour de nous. Les Caraïbes en donnent, hélas, l'exemple. Au sein de cette zone troublée, la République française doit assurer à ses départements antillais la paix et la sécurité dans l'unité de la nation, et cela également sans faiblesse. François Mitterrand, qui sera lundi l'invité de l'émission Carte sur table sur Antenne 2, était aujourd'hui en Bretagne où il a beaucoup parlé des problèmes de l'emploi. Ils ne peuvent pas être traités à l'esbrouf, a-t-il dit, en retouchant l'âge de la retraite et le nombre des travailleurs immigrés. Lundi, l'affiche officielle de sa campagne sortira dans toute la France. Jacques Merlino. Elle fait 8 mètres de long sur 3 mètres de large, elle occupe à elle seule 2 panneaux et innovation, le candidat n'apparaît pas seul mais entouré de 10 hommes et femmes, un choix voulu par Jacques Seguela, le concepteur de cette affiche. François Mitterrand, pour son premier message publicitaire à ses électeurs, a voulu leur dire que si l'on voulait changer de politique, il fallait changer de président. Et que changer de politique, c'était aussi avoir une politique de concertation et savoir s'entourer des conseils de ceux qui savent, c'est-à-dire de ceux qui, chacun, dans leur discipline, ont prouvé quelque chose et ont réussi. Le salon de l'agriculture attire toujours les hommes politiques. Michel Debré, en le visitant ce matin, a précisé que la politique agricole commune était dans l'impasse et qu'il fallait rétablir le principe de la solidarité financière. Et puis cet après-midi, vous allez voir dans quelques instants sur ces images, c'était le tour de Michel Crépeau, le leader des radicaux de gauche. Nous reviendrons sur ce salon, je le pense, à la fin de ce journal. Voilà, merci. Merci. Le Carrefour social-démocrate tenait aujourd'hui à Paris ses 3e assises nationales. Pour Jean-Claude Colly, le président de ce mouvement, le prochain septennat devra travailler à la restauration de la fonction syndicale. Manifestation à Paris des anciens combattants. L'une de leurs revendications, c'est le rétablissement du 8 mai comme jour férié. Les manifestants demandent également au président de la République d'attacher plus d'importance à leurs activités et ils considèrent que leurs pensions sont mal indexées. À la suite des manifestations des conducteurs d'autobus à Paris, la direction de la RATP a déposé aujourd'hui une plainte auprès du procureur de la République. Radio Canal 75 a repris ses émissions ce matin, mais la station est restée inaudible à cause du brouillage de TDF qui possède le monopole de la diffusion. À l'étranger, à Damas, c'est toujours l'attente pour les 103 otages du Boeing pakistanais. En revanche, l'avion qui transporte les 54 détenus politiques libérés par les autorités pakistanaises a quitté ce matin la ville d'Alep, en Syrie. Cet après-midi, il s'est posé à Athènes. Philippe Rochaud. Ils étaient 54 ce matin à l'aéroport de Karachi, 54 prisonniers politiques dont la libération va peut-être signifier, pour les 103 passagers du Boeing de Damas, la fin d'un cauchemar qui dure depuis 13 jours. Tous les prisonniers ont dû garder les mains liées derrière le dos jusqu'à l'intérieur de l'avion. Certains pourtant ont été embarqués de force, s'estimant plus utiles en prison dans leur pays qu'en liberté à l'étranger.
D'autres emmenaient avec eux des membres de leur famille afin d'éviter des représailles contre leur entourage après leur libération. Toutefois, les autorités pakistanaises affirment qu'aucun des parents des 3 pirates de l'air n'a accepté de quitter le Pakistan car tous condamnent le geste de leur fils. Mais les 54 prisonniers, en montant dans l'appareil qui devait les emmener vers leur première étape, Alep en Syrie, ont tous crié leur haine contre le régime du général Zia et la majorité d'entre eux ne cachait pas leur joie. Pendant ce temps, les 103 passagers du Boeing sur l'aéroport de Damas commençaient leur 14e journée d'otage. Leur situation à l'intérieur de l'appareil s'est nettement améliorée. On leur apporte régulièrement de la nourriture, comme ici, mais leur seul espoir est que n'importe quel pays au monde accueille enfin les 54 prisonniers politiques pakistanais, seule condition pour que les pirates de l'air acceptent de les libérer. En Pologne, tout semble se mettre en place pour éviter que les conflits sociaux ne débouchent sur une nouvelle grève. Lech Wałęsa doit se rendre lundi à Radom, à 100 km au sud de Varsovie, où les militants de Solidarité exigent la révocation des responsables de la répression de 1976. Georges Bortoli. Le général Jaruzelski avait demandé une trêve sociale de 3 mois au syndicat Solidarité. 1 mois vient de passer, il lui reste donc ce soir exactement 2 mois pour s'imposer, et 2 mois c'est très court pour tenir un tel pari, d'autant plus que 2 menaces pèsent sur son entreprise. Il y a d'abord les accros à cette trêve sociale, il y a eu le mouvement des travailleurs de Łódź qui vient de prendre fin, mais maintenant ça menace de repartir du côté de Radom, au sud de Varsovie. Et puis, deuxième menace, et peut-être plus grave, il y a le fait que M. Brejnev, le 4 mars, ait demandé très énergiquement aux dirigeants polonais de reprendre en main cette politique de libéralisation qu'ils jugent excessive. Alors, on se demande si cette espèce de vent de liberté qu'on sent souffler ici et qui est nouveau et qui est très émouvant parce que vraiment les Polonais profitent de ce supplément de liberté qui leur est accordé, on se demande si ça va durer. Alors il faut bien voir que les dirigeants des grandes institutions polonaises, disons en gros qu'il y a 3 grandes institutions polonaises, il y a le parti bien sûr, il y a l'Église et puis maintenant il y a Solidarité qui est devenue une institution, il faut bien voir que les dirigeants de toutes ces institutions, s'ils ne sont pas d'accord sur le reste, sont au moins d'accord sur un point. Ils disent tous, nous savons jusqu'où on peut aller, nous savons les limites de ce qui est supportable, et pour la Pologne, et pour les Soviétiques. Alors peut-être effectivement que dans ces conditions, leur entreprise va finir par triompher. Mais d'ici là, eh bien, il faut que le général Jaruzelski passe son premier cap, qui est, je le rappelle, ce cap des 60 jours pour s'imposer. Je vous parlais il y a un instant de l'article de la Pravda sur l'élection présidentielle française. Eh bien, nous venons de recevoir le commentaire de Jean-François Poncet, le ministre des Affaires étrangères. Mais il comporte une observation, et qui consiste en ceci: les positions de la France sur la scène internationale se sont, dit la Pravda, renforcées au cours des dernières années. Eh bien, cette observation, je crois qu'il faut constater qu'elle est faite dans les mêmes termes par la presse américaine, par la presse allemande, par la presse autrichienne, par la presse vénézuélienne où j'étais il y a quelques jours. Pourquoi est-ce que les positions de la France se sont, de l'avis de la communauté internationale tout entière, renforcées au cours des dernières années? Dans une très large mesure, à cause de l'autorité, de l'audience, du sang-froid, de la sagesse internationale du président de la République. C'est un fait qui est admis partout, sauf dans un endroit, dans l'entourage des candidats à la présidence de la République. Et pour des raisons que chacun comprendra. Alors voir dans cette constatation qui est faite un peu partout dans le monde une ingérence est quelque chose qui, à mon avis, ne convaincra personne. Demain, dimanche, a lieu la journée nationale contre la faim. En 1980, 50 millions de personnes sont mortes de faim dans le monde. Le comité français contre la faim travaille très activement dans les pays touchés par cette catastrophe. À Sri Lanka, Jérôme Bonny a enquêté sur l'un de ses projets de développement. Le thé représente la moitié des exportations de Sri Lanka. Il permet de réduire le déficit de la balance commerciale du pays, mais constitue une économie dépendante puisque les cours sont fixés à Londres. Le revenu de ces plantations est pour celles qui y travaillent bien faible.
Je gagne 3,50 francs par jour, c'est-à-dire environ 110 francs par mois. Après déduction des avances, je touche dans les 30 francs à la fin du mois. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que mon père et ma mère sont pauvres et il m'a fallu élever mes enfants. Je n'ai pas trouvé d'autre travail. D'autre part, les grandes plantations de thé ont pris le pas sur des cultures vivrières, riz ou manioc, qui fournissaient l'alimentation de base du pays. La faim, à Ceylan, c'est avant tout la faim de terre, surtout dans les régions sèches. À Palama, dans l'ouest du pays, pendant la période aride, les puits sont salés. Il ne reste que celui-là, où l'eau est douce, pour approvisionner 30 familles, soit environ 300 personnes. Catherine Pereira, mère de 5 enfants, fait chaque jour des kilomètres pour aller chercher cette eau. Cyril Apouami, son mari, cultivateur, est obligé pendant la saison sèche de tailler des briques pour assurer le minimum vital de la famille. L'une de leurs filles, Anita, 14 ans, souffre d'une maladie du pied que le médecin traditionnel du village attribue à une infection du sang. Il la soigne avec des herbes. Mais l'origine de la plupart des maladies se trouve en fait dans la malnutrition, le manque de protéines chez ces paysans qui mangent trop rarement de la viande ou du poisson. Bernard Christie, 28 ans, le gendre, est aussi un peu l'espoir de la famille. Non pas parce qu'il est le meilleur grimpeur de cocotiers du village, mais parce qu'il sort de 4 ans de formation au centre agricole de Ragama, près de Colombo, ouvert il y a 15 ans par les frères des écoles chrétiennes. Ce centre est destiné à former aux techniques de base de l'agriculture et en particulier du petit élevage, des garçons de 16 à 20 ans issus de milieux défavorisés. As-tu des parents? Non. Où es-tu né? Je n'en sais rien. Comment es-tu venu ici? Par l'intermédiaire des frères. Le centre permet aussi d'approvisionner en poussins les éleveurs des villages voisins. Une autre partie de la production, les œufs par exemple, est vendue sur les marchés. Le financement complémentaire provient des dons d'associations privées comme le Comité français contre la faim, dont l'aide a permis la construction de ce nouveau bâtiment. De retour dans son village, Bernard Christie s'est vu attribuer par le gouvernement de Sri Lanka 1 hectare de terrain, ce qui lui a permis de monter sa propre ferme, de rester à la campagne pour devenir lui-même éleveur. En même temps, Bernard fait bénéficier tout le village de ses connaissances, participant ainsi à un projet visant à lutter contre la malnutrition en limitant l'exode rural et le chômage par le biais de la formation des hommes, afin qu'ils sachent mieux à la fois produire et défendre leurs droits. L'affaire Bourret, ce joueur de rugby qui a quitté le jeu à 13 pour le rugby à 15, provoque toujours beaucoup d'émotions dans le monde du sport. Alors il nous a semblé intéressant d'aller à Perpignan, le fief du rugby, pour prendre le pouls de cette affaire. Daniel Casal. Il y a un droit de cité pour tout le monde, mais là j'avais envie de découvrir autre chose. On m'a permis de jouer à 15, donc je joue à 15 et il se trouve que je me régale. Bon, ça embête certaines personnes et ils sont en train d'essayer de m'empêcher de jouer. À moins de 24 ans, Jean-Marc Bourret risque de ne plus savourer le plaisir de manier un ballon de rugby. Tout cela parce que passé du 13 au 15 en pleine saison, une maladresse dont il n'est pas responsable, il est aujourd'hui suspendu par la fédération qui l'a débauché et rejeté par celle qui l'a quitté. À Perpignan, au lieu de la rivalité qui oppose depuis près de 50 ans le 13 et le 15, l'affaire fait évidemment grand bruit. Que Bourret ait ou non touché de l'argent, qu'il ait ou non perçu 51 200 francs en 4 ans, les amateurs de rugby ne veulent pas le savoir. Pour eux, Jean-Marc Bourret est un rugbyman de grand talent que l'on veut priver de son sport favori, et cela, ils ne peuvent l'admettre. L'affaire Bourret, je dis que c'est un scandale, hein, d'embêter un joueur comme Bourret, qui a du talent. Du moment que c'est son plaisir et c'est sa voie de faire du rugby, surtout qu'ils en font combien? Pendant 10, 12 ans, pas plus. Au moins qu'il fasse son sport favori. En France, où on se targue d'être un pays, disons, de liberté, je ne vois pas pourquoi on interdirait à un sportif de pratiquer le sport qu'il veut. Au point de vue moralité, je reproche à M. Bourret d'être parti à moitié saison. Maintenant, au point de vue joueur 15 et 13, je suis d'accord pour que tout le monde passe où on veut, nous sommes dans la République. C'est un âge, c'est un type formidable. Je pense qu'il mérite qu'on fasse quelque chose, un comité de soutien indispensable justement à ce qu'il soit remis sur la sellette et puis c'est tout. Il ne mérite pas qu'on le foute sur la touche, monsieur. Je vous le dis comme je le pense. Il ne mérite pas ça.
Il ne mérite pas ça et pourtant il est suspendu. Alors les passions à un moment retombées se sont réveillées et c'est au tour du président de Pia d'être menacé. Tampon entre le 13 et le 15, la presse locale, tout en prenant position, n'a pas grand mal à calmer les esprits. Il ne faut pas oublier qu'on est à le midi, on s'enflamme assez vite et on retrouve le calme presque aussi vite. Le calme, Jean-Marc Bourret et sa jeune femme y aspirent également. Mais quand on est l'enfant chéri d'une petite commune de 5000 habitants, difficile de laisser les questions sans réponse. Depuis, disons que ça fait 3 mois que ça dure, maintenant il y en a assez, et puis surtout parce qu'on a un travail où on accueille le public, alors il faut donner des explications en longueur de journée, sur lui, sur nous. Bon, quand il a quitté Pia pour l'USAP, c'était plutôt désagréable des fois de décrocher l'appareil, mais maintenant depuis quelques jours non, c'est surtout des marques de sympathie. Encouragement et oui. sympathie, surtout. Oui. Ça fait quand même plaisir parce qu'on traverse une mauvaise passe et c'est toujours difficile à traverser. À cause de cette mauvaise passe, le rugby risque d'être privé d'un de ses meilleurs éléments. Ce serait bien dommage. Demain, à Auteuil, c'est le tiercé d'obstacles. Alors Pierrette Bresse, dites-nous tout. Eh bien, ce tiercé donnera certainement lieu à un très beau spectacle parce qu'il se court dans le prix Luther 3 sur un parcours de 4100 mètres avec 18 obstacles de ce type à sauter et que les 16 partants engagés dans ce tiercé sont tous de vieux routiers bien rodés à ce genre de difficultés. Enfin, bien que le lot soit de qualité, il n'y aura tout de même pas les meilleurs steeplechasers d'Auteuil qui se réservent sans doute pour le prix du président de la République, mais oui, qui se court dans 15 jours et qui offre 1,5 million de francs aux vainqueurs. C'est sur l'hippodrome de Maison-Lafitte vendredi dernier que nous avons demandé à André Fabre quelles étaient les chances des 3 chevaux qu'il avait engagés dans ce tiercé. J'ai Azmi, le cheval de Madame Muller, qui est un cheval qui fait une rentrée, qui n'a pas couru depuis le mois d'avril dernier, mais qui est resté sur 3 belles victoires en steeple. Il court bien frais? Et je pense qu'il court bien frais. Le second cheval est Queen Novi, qui a fait un peu la même carrière qu'Azmi, qui a gagné 3 steeples, mais lui en fin de saison dernière, qui est un cheval qui, lui, court bien frais, j'en suis certain. Il fait sa rentrée aussi? Et qui fait sa rentrée, oui. Mais enfin, c'est un cheval, si vous voulez, qui a une bonne classe, qui a gagné un important handicap en haie. Il est connu des tiercés. Oui, il est très connu, oui. Je pense que c'est mon préféré. C'est votre préféré? C'est mon préféré. Et le troisième? Oui. Alors le troisième, c'est un cas à part, c'est un demi-sang dont la mère est une jument trotteuse et qui est un peu, à mon avis, qui peut être une des révélations de l'année parce que c'est un cheval qui a des aptitudes d'obstacle tout à fait extraordinaires. Quel est son nom? Il s'appelle Kelstar. Attention, alors de ces 3 chevaux, c'est Queen Novi votre préféré? Oui, c'est quand même Queen Novi mon préféré. C'est le plus régulier, le plus sérieux et le cheval est très bien. Bien, personnellement, j'aime les paris audacieux, alors j'ai placé Kelstar en favori de ma sélection et Queen Novi en 2e position. Ensuite, Royal Thor, qui reste sur une très belle victoire. Jean Lys possède l'une des meilleures chances de la course. Kings Road fera sa première course d'obstacles de l'année, mais l'année dernière, il a déjà prouvé ce dont il était capable. Happy Day 2 a fait un remarquable meeting d'hiver à Pau, on peut donc lui faire confiance. Gélas appartient à un entraînement en forme, celui de Jacques Hubert Barbe. Et pour terminer, Azmi qui fait sa course de rentrée. Voilà, notez bien leurs numéros. 15, 8, 9, 7, 1, 3, 5 et 6. Le temps pour demain et même pour lundi. Alain Gillot-Pétré. Fraîcheur, nuages et pluie, c'est la tendance pour demain et effectivement pour lundi. La pluie, on aimerait bien la voir dans le sud-est du pays où, vous le savez, la sécheresse est très préoccupante depuis le début de l'hiver. Si je vous dis cela, c'est parce que vous allez voir des images qui nous sont arrivées de Nice, car de nombreux incendies de forêt ont dévasté le sud-est depuis 48 heures, animés par un Mistral assez important. Apparemment, il n'y a pas ces images, je pense qu'on n'a pas tardé à les voir. 2 centaines de pompiers se sont acharnés à essayer de détruire ces incendies. Un pompier volontaire est mort aujourd'hui, victime d'une crise cardiaque alors qu'il s'attaquait à ces incendies où les Canadair ont aussi aidé à l'extinction des feux. Et là, je ne suis pas sûr qu'il pleuve demain, et voici la carte qui nous le prouvera. En effet, au nord du pays, au nord de la Loire, un temps très nuageux avec des averses de pluie, évidemment un vent d'ouest faiblissant et des orages locaux, quelques très timides apparitions du soleil. Au sud de la Loire, moins de nuages, de plus belles éclaircies, mais aussi des orages et peut-être un peu de pluie sur le sud-est, en tout cas, je l'espère. Même chose pour lundi. Les températures prévues pour demain, d'abord au nord et à l'est du pays, Tourcoing, Daoulas, Paris, Strasbourg et Saint-Nazaire, les températures minimales sont à gauche, les températures maximales sont à droite. Au centre, maintenant, Beaune, Bourges, Limoges, Royat et Lyon, 4 degrés le matin, 10 et 12 degrés l'après-midi en moyenne. Au sud, maintenant, Marmande, Montélimar, Nîmes,
Nice et Bastia. Nice et Bastia qui bénéficieront d'une certaine douceur, entre 15 et 16 degrés. Et ces températures lundi seront en baisse d'environ 2 à 3 degrés. Enfin, l'agenda quotidien, lever du soleil et coucher du soleil en heure civile française. Demain, Sainte-Louise de Marillac, qui avec Saint Vincent de Paul a fondé les Sœurs de la Charité. Et enfin, sachez que les premières fraises sont arrivées sur le marché de Cavaillon. On les a vendues 40 francs le kilo. Et il y en avait 15 kilos. Merci Alain. Dans les Côtes-du-Nord, des mesures draconiennes ont été prises pour enrayer la fièvre afteuse qui a déjà touché 7 exploitations. 5000 porcs et 140 vaches ont dû être abattues. En revanche, les bêtes du Salon de l'Agriculture sont en pleine forme. Le concours général agricole avait lieu aujourd'hui. 225 animaux ont été primés. Jean-Louis Calmechal. Jour de gloire et apothéose cet après-midi pour 225 animaux venus des 4 coins de la France. Quand on est une bête de concours, monter à Paris devient une routine que l'on effectue bien volontiers, une fois par an et tous les ans à la même époque. Mais quand en plus on est un champion, on se met à rêver. Le rêve pour Léopard, ce taureau de race blonde d'Aquitaine, âgé de 6 ans, le champion du salon, avec ses 1497 kilos, c'était bien sûr de faire la cour à la vache la plus grosse de France, la charolaise Martinique. Mais aujourd'hui, malgré ses 1300 kilos, Martinique est restée de marbre. Pensez donc, son 3e petit veau devrait naître cette nuit, ou demain matin ou plus tard. Du côté des cochons, c'était l'excitation. Enfin, Aucombre 65, le champion suprême du concours, avec ses 512 kilos, allait rencontrer la championne qui porte le doux nom d'Infime de la Route, qui, bien qu'âgée de 8 ans, a déjà mis au monde et élevé 151 porcelets. Mais leur rencontre fut un échec. Infime de la Route est blasée. C'est la 5e fois qu'elle vient à Paris. De son côté, Veilleuse fêtait tranquillement aujourd'hui même son 9e anniversaire. Veilleuse est la plus petite vache du salon. Elle ne pèse que 321 kilos, ce qui ne l'a pas empêchée de produire depuis qu'elle est née près de 25 000 litres de lait. En 7 jours, le salon de l'agriculture a vu naître 10 veaux. Les 2 derniers nés sont ces 2 petites génisses. Sissi de Paris, à droite, et Sur Antenne 2, né la nuit dernière, baptisé ainsi par son propriétaire en l'honneur de notre visite. Et je ne peux pas terminer cette présentation sans vous faire connaître Noco. Noco est un taureau italien de race Chianina qui, à défaut d'être le taureau le plus lourd du salon, est certainement le taureau le plus haut. Il mesure 2 mètres au garrot. Et qui se ressemble, s'assemble, son bouvier, Natale, lui, mesure 2,20 mètres et pèse 170 kilos. Avec nous sur ce plateau, Véronique Jeunet, c'est Nana, la Nana de Zola que vous pourrez voir demain soir sur Antenne 2 à 20h35. Maurice Cazeneuve a adapté pour la télévision ce merveilleux roman. C'est l'histoire, disait Zola, d'une mouche dorée qui s'envole de l'ordure pour empoisonner les hommes rien qu'à se poser sur eux. Alors, Véronique, est-ce que c'est difficile d'assumer un tel rôle ? Comme toutes les choses qu'on a bien aimé faire, on ne se souvient pas de la difficulté, on se souvient surtout d'un bon moment, comme un moment de vacances. Mais si on approfondit un peu, on se souvient quand même que c'est difficile, que c'est un vrai métier et puis dur. C'est un premier grand rôle pour vous jusqu'à présent. Vous avez eu l'occasion de faire quelques petits rôles au cinéma, quelques publicités. Vous êtes une vedette aujourd'hui, on ne parle que de vous dans la presse. Alors qu'est-ce que ça fait du jour au lendemain d'être un peu une anonyme et puis presque une star ou une déjà star ? Écoutez, ça fait bizarre en tous les cas. Sur le fond, à propos de Nana, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des nanas aujourd'hui ? Je veux dire des nanas au sens de Zola, c'est-à-dire des filles faciles, mais des prostituées qui ne font pas ce métier pour avoir des histoires d'amour, avoir des histoires romantiques, mais qui font vraiment ce métier pour détruire les hommes. Est-ce que vous croyez que ça existe encore, cette méchanceté finalement ? Je ne sais pas si ça existe. En tous les cas, je pense qu'il pourrait y avoir des nanas, mais ce dont on manque le plus, c'est des mufas. En fait. Qu'est-ce que c'est les mufas ? Les mufas, c'est les contes mufas, ceux qui ont l'argent et qui se ruinent pour les femmes. Est-ce que depuis que vous avez fait ce film, vous vivez différemment ? Vous êtes enrichi d'une façon ou d'une autre ? Enrichi sur le métier, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant ? J'ai envie de continuer et de faire des beaux rôles intéressants et qui me passionnent. En tout cas, nous vous retrouverons demain à 12h45 puisque vous êtes avec Maurice Cazeneuve, l'invité de notre journal Antenne de midi. C'est Bernard Pradino qui vous présentera ce soir le dernier journal vers 23h30. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir.